On parle beaucoup de nucléaire en ce moment parce que ça fait un souk dans les intentions de travail ensemble du Parti socialiste et des Verts, parce que le président Sarkozy en profite pour redire que le nucléaire est à ce point essentiel à l'indépendance nationale française, et parce que au théâtre et en littérature, on en parle également avec vous, Christophe Fiat. Vous êtes allé au Japon après le tsunami et après la catastrophe de Fukushima, et vous publiez un livre qui s'appelle Retour d'Iwaki, c'est publié chez l'Arpenteur, et puis à vos côtés Nicolas Lambert. Sophie Joubert disait tout à l'heure que vous faisiez du théâtre documentaire, puisque vous êtes dans une trilogie. Vous avez déjà épinglé Elf Aquitaine et le scandale d'abus de biens social dans Elf Aquitaine, mais bien autre chose. La corruption dans la République française. Et aujourd'hui, deuxième dimension de cette trilogie, vous parlez du nucléaire. Qu'est-ce que vous avez à en dire qui ne soit pas dans le discours politique habituel sur tous les médias ? Oh là, trouver ce qui n'est pas dit dans le discours des médias, ça c'est pas très compliqué. Après, il faut réussir à le résumer sur 2 heures. Si les journalistes font mal leur travail ? Ah, les journalistes font bien leur travail. Après, les médias qui les emploient sont peut-être pas forcément au service des journalistes, mais peut-être au service de leurs financeurs. Ça, c'est peut-être un problème que pose d'une façon générale notre démocratie. Sur votre théâtre, est-ce qu'il est réellement documentaire? Autrement dit, quand on voit votre spectacle, on a l'impression qu'on a affaire à un pédagogue qui se sert du théâtre pour dénoncer un scandale. J'assume. Parce qu'on voit à la fin du spectacle, vous prenez vos notes en disant, bon, si je peux vous dire ça, c'est parce que tel jour à telle heure, c'est passé telle et telle chose. Oui, voilà, c'est ça. C'est que c'est un documentaire au sens où je vais chercher des documents et je les présente au public. Ça, c'est un travail qu'on peut faire en télévision, qu'on peut faire en radio, qu'on peut faire en cinéma, qu'on peut faire en livre. Moi, je pense qu'on peut le faire en théâtre. Ça m'intéresse de le faire en théâtre. D'abord parce que c'est la réalité, c'est un beau matériau, ce serait dommage de s'en priver. Et il y a des sujets comme ceux-là qui méritent d'être un peu mieux traités que simplement à la va comme je te pousse par un candidat président qui du haut de son impunité peut balancer des chiffres assez contestables et mais par contre il va falloir prendre le temps de les contester. Il se trouve que ces chiffres contestables il nous les donne parce que on les a en tête, parce qu'il y a une machine derrière médiatique assez lourde qui nous les annonce, nous les répète assez quotidiennement par le biais de la pub, par le biais de tas de réseaux. Et pour démonter un chiffre, il faut vachement de temps. On va d'ailleurs illustrer immédiatement votre propos. Vous êtes documentariste, si j'ai bien compris. Vous êtes aussi un homme de théâtre. La preuve. La France, grâce à des dirigeants politiques visionnaires, je pense notamment au général de Gaulle, a pris dans les années 60 une avance considérable dans la filière nucléaire. Cette avance, si nous ne nous battons pas, si nous n'investissons pas, si nous ne rentrons pas de plein pied dans le développement de cette filière stratégique pour l'économie française, elle tombera. Elle tombera. Le nucléaire ne doit pas être un enjeu politicien. Alors il y a des forces politiques en France qui sont contre le nucléaire. C'est une absurdité. Car le nucléaire est une énergie propre. Propre. Il n'y a pas une personne sérieuse aujourd'hui qui peut dire que les 62 centrales nucléaires en chantier ou en activité peuvent être remplacées par le biocarburant, les éoliennes, par le solaire. Personne de sérieux peut dire ça. Personne de sérieux. Ce qui me concerne, mon jeu, il est clair. Je crois dans le nucléaire. Ça, c'est clair.
Avenir Radio, une fiction française. On a parlé de la documentation. Est-ce que tous les textes que vous reprenez, que vous mettez chez Giscard, dans la bouche de Giscard, dans la bouche de Guillaumat, qui a été ministre de la Défense et patron du nucléaire en France, nucléaire civil, le bien nommé, est-ce que ces textes sont des textes authentiques? Oui, bien sûr, oui. Tout est à la virgule près. Ça, c'est un texte qui est sur le site du ministère de l'Élysée, pardon. Sur le site de l'Élysée. Pourquoi, pardon? Ben, je l'ai pas insulté, notre président, en Vous l'avez le traitant simplement de ministre. Pardon. Vous l'avez dans votre cœur. Christophe Fiat, comment est-ce que votre parcours, qui est différent, même si vous aussi vous êtes un homme de théâtre, vous êtes un auteur, vous faites du théâtre et vous faites un théâtre qui est très différent de celui-là. C'est un théâtre plus au deuxième degré et musical aussi. Hein, c'est à Gennevilliers notamment. Comment est-ce que ce que vient de dire Nicolas Lambert fait écho dans votre propre travail et dans ce que vous dites du nucléaire à Fukushima notamment? Alors déjà au niveau de la méthode de travail, jusqu'à retour d'Iwaki, et là je me reconnais bien peut-être dans ce que dit, dans ce que vous dites, j'ai travaillé essentiellement à partir de documents concernant mes livres précédents. Effectivement, j'ai tout un travail qui est une sorte de narration, de reprise, comme ça, d'évocation des grands mythes de la société médiatique. C'est comme ça que j'ai consacré un livre à Stephen King. Voilà. Ou Stephen King. Voilà, Batman. Dans Héroïne, je décline différentes célébrités féminines, de la reconstitution historique, une aventure de Louise Moore. Je fais un travail sur le camp de Guantanamo à partir de documents. Si ce n'est que là, concernant Retour d'Iwaki, concernant le Japon, concernant Fukushima, eh bien, je n'ai pas pu travailler à partir de documents, tout simplement parce que je ne pouvais pas en disposer, puisque je suis allé là-bas seulement un mois après. Et vous avez vos propres documents, puisque vous êtes photographe aussi, voilà. Et que ce voyage a été illustré par votre travail photographique. C'est là effectivement qu'on rentre dans l'aspect romanesque du livre, effectivement. Lorsque je suis allé au Japon, déjà c'était la première fois que j'allais dans un pays d'Asie. Lorsque je suis allé au Japon, donc un mois après la catastrophe, eh bien je suis parti là-bas avec un appareil photo. Je suis pas photographe professionnel, hein. On va dire que je suis photographe pour le coup amateur, avec un appareil photo, avec un magnétophone enregistreur numérique, un carnet de notes parce que je suis écrivain et j'étais là-bas donc dans la ferme intention donc d'étudier le personnage de Godzilla, qui me paraissait dans la continuité de mon travail quelque chose de fondamental par rapport au Japon et de plus par rapport à la situation du Japon à cette époque et encore c'est encore d'actualité. Hein. Et Godzilla, alors question, est-ce que Godzilla peut être un objet littéraire? Est-ce que vous en avez un avec vous de Godzilla? Alors oui, c'est un objet littéraire puisque j'en parle dans Retour d'Iwaki, mais Godzilla c'est aussi une figurine. Malheur. Une figurine, plutôt une miniature. Alors, donc Godzilla, c'est un personnage de film de monstres. Ça naît en 54 et donc les Japonais à l'époque, alors Godzilla naît dans la peur du retour du nucléaire guerrier, enfin militaire. Voilà, c'est ça. C'est ce monstre qui naît au chaud de l'explosion nucléaire. Voilà, Hiroshima. donc en 54, les Américains font des essais nucléaires dans l'atoll de Bikini. Des bateaux de pêcheurs japonais sont irradiés. Et donc, tout à coup, le Japon revit le traumatisme d'Hiroshima et de Nagasaki. Et à partir de là, eh bien, Ichiro Honda, donc un réalisateur, décide de faire un film à propos d'une créature réveillée par les essais nucléaires des Américains. Voilà. Et donc, Godzilla surgit de la mer et donc détruit tout sur son passage, en sachant qu'il a une particularité, c'est qu'il est irradié lui-même. Et donc il ça se voit, hein. Et que son souffle, son souffle donc est atomique. Donc attention à vos doigts. Hein. L'épine dorsale est extrêmement intéressante à partir du deuxième film de Godzilla, puisque c'est une série de films qui va couvrir 50 ans. Hein. Il y aura une trentaine de films qui mettent en scène ce personnage, mais à partir seulement du second film, le réalisateur a l'idée de rendre son épine dorsale fluorescente à chaque fois qu'il produit son souffle atomique.
Voilà. Donc ça, c'est une figurine qui date, c'est l'époque des Godzilla des années 80. Et dont vous parlez dans tout votre texte. Je voudrais remarquer une chose que je trouve importante dans votre texte. Donc vous dites dans ce Japon que quel que soit l'endroit où on est, il y a des secousses. Et vous voyez la peur dans les yeux des gens. Vous êtes à l'affût de ce monstre et vous le voyez revenir comme une espèce de signe d'un danger récurrent, et pas seulement, j'imagine, pour le Japon. Et puis en même temps, il y a ce paradoxe total qui est de dire que le seul endroit où vous vous sentez en tranquillité, c'est Hiroshima. Parce qu'à Hiroshima, la terre ne tremble pas. Oui, et là, il y a bien la boucle, là. Oui, parce qu'effectivement, ce que j'ai découvert au Japon, c'est que les tremblements de terre, il y en avait surtout donc au nord de l'île. Et comme Hiroshima est situé au sud, ils n'ont qu'un ou deux tremblements de terre, enfin une ou deux secousses par an. Et effectivement, de passer de Tokyo et d'Iwaki à Hiroshima, effectivement, ça a été comme peut-être aller en vacances. J'ai découvert qu'Hiroshima était vraiment une ville de vacances, presque une station balnéaire. Il y a quelque chose d'extrêmement paisible dans cette ville, dans cette grosse ville de province. Ajouté à cela, et c'est quelque chose effectivement dont on n'a pas idée en France. Ajouté à ça, c'est vraiment la ville de la paix. Et effectivement, tous les habitants d'Hiroshima que j'ai rencontrés m'ont parlé de la paix et m'ont parlé donc du pacifisme. Et m'ont même dit à un moment, mais pourquoi est-ce que vous en France, vous n'êtes pas pour la paix? Donc on m'a dit des choses quand même assez dures par rapport à ce que je représentais en tant que Français. Je vais demander à Alexandra Lemasson de venir nous lire un extrait de Retour d'Iwaki. Et c'est un extrait qui concerne un témoignage que vous avez pu recueillir sur place et qui constitue aussi la matière de votre livre. Alexandra Lemasson. J'étais au karaoké lors du tremblement de terre. Mais heureusement, au moment de la secousse, on n'était pas en train de chanter. On s'est vite mis sous la table et l'alarme de mon portable a sonné. Ça ne me faisait pas peur, pour moi. C'était comme d'habitude. Nous avons essayé de chanter à nouveau, mais ensuite les secousses ont été de plus en plus fortes. Par la fenêtre, j'ai vu des gens crier et sortir des bâtiments et on s'est dit qu'il fallait partir de là. On ne pouvait pas se tenir debout. Et mes deux amis avaient les jambes qui tremblaient. J'ai dû les tirer par les mains pour les faire sortir. Le tremblement de terre a duré très longtemps. J'ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Le serveur est resté pour vérifier si les clients étaient bien évacués. J'ai pensé que c'était courageux. Puis, nous avons pu atteindre un endroit aéré. Ça a été long à trouver à cause du nombre de bâtiments autour du karaoké. Ensuite, il s'est mis à neiger. Et quand j'ai vu la foule qui s'y dirigeait vers les magasins, je me suis souvenu d'un ami qui m'avait dit qu'en cas de séisme, il ne fallait pas bouger en masse pour se rendre dans un refuge à cause du mouvement de panique. Alors, je suis restée dehors, sous la neige. Mon portable ne marchait plus. Et les cabines téléphoniques étaient réservées en priorité aux enfants pour prévenir leurs parents. J'ai dû attendre avant de parler à ma mère. Mes parents sont venus me chercher et quand on est arrivé à la maison, tous les objets et les meubles étaient par terre. Mais nous avions toujours de l'eau et l'électricité. Nous avons pu prendre un bain et j'ai pu contacter mes amis en leur envoyant des mails. J'ai alors appris que certains avaient perdu leur maison dans le tsunami. J'étais choquée. Je me suis dit, pourquoi nous avons de la chance? Pourquoi nous? Alors j'ai demandé à faire du bénévolat et j'ai apporté de la nourriture dans les camps de réfugiés. Christophe Fiat, tsunami, Fukushima, est-ce que la population est consciente du danger qu'elle court? Oui. Oui, elle l'était au mois d'avril. Et je suis retourné à Tokyo en septembre et elle l'est toujours à Tokyo. Concernant Iwaki, ce que redoutaient les habitants d'Iwaki, c'était la radioactivité. C'était quelque chose vraiment de récurrent. Ils pensaient que le gouvernement leur mentait, ils
pensait que... Et donc on était à la veille de la rentrée des classes aussi, puisque la rentrée des classes au Japon se fait au mois d'avril. Et ils craignaient beaucoup pour leurs enfants, concernant les jeux dans les cours d'école aussi, et les sorties sportives. Et donc certains habitants aussi allaient travailler à proximité de la centrale, et étaient obligés d'aller travailler. Parce que certaines entreprises n'avaient fermé que quelques jours. Donc effectivement, j'ai vraiment rencontré des gens qui étaient à un endroit de la zone sinistrée qui était officiellement encore, on va dire, protégé, indemne de tout, mais qui au fond d'eux-mêmes se savaient déjà, et je n'exagère pas en disant ce mot, mais se savaient déjà condamnés. Alors je voulais, en écho à ce que vous dites, et pour revenir sur le spectacle de Nicolas Lambert, je voudrais vous faire écouter des réactions à Flamanville, dans la Manche, 3 jours après l'accident de Tchernobyl. On est le 29 avril 1986, la catastrophe a eu lieu le 26 avril 1986 en Union soviétique. Réaction de la population qui vit autour de ces réacteurs de Flamanville. À quelques kilomètres de la centrale de Flamanville, il n'y avait pas aujourd'hui de nuages dans l'esprit des habitants des communes environnantes. Pas question de verser dans le syndrome soviétique de l'accident nucléaire. La centrale, on a appris à vivre avec et même à y chercher son salaire. Mon mari travaille depuis 8 ans et puis j'ai toujours habité à côté d'une centrale nucléaire, ça m'a jamais fait peur du tout. Il a été longtemps dans le bâtiment du réacteur, il a eu des problèmes, des radiations, des choses comme ça, mais enfin ça m'a jamais affolé, non. De toute manière, ça fait manger, hein, alors bon. À quelques mètres du cœur nucléaire de Flamanville, la direction de la centrale se veut rassurante. Elle ne connaît pas les raisons de l'accident qui est arrivé samedi en Ukraine, mais l'on est sûr d'une chose, le modèle français est différent du soviétique. La centrale est un type tout à fait différent sur le plan des principes et sur le plan de la technologie. Seule note discordante dans cet océan de plénitude, le communiqué de Didier Anger, conseiller régional des Verts, qui avertit, public ou privé, à l'Est comme à l'Ouest, l'industrie nucléaire reste dangereuse. À Flamanville, aujourd'hui, on semblait bien loin de ces inquiétudes. Nicolas Lambert, dans votre note d'intention, vous écrivez ceci: Tchernobyl est maintenant 25 ans derrière nous et évoque plus aux jeunes générations la fin du soviétisme que la catastrophe invitant les peuples à sortir du nucléaire au plus tôt. Les questions de base, quel danger, quel coût, quelles alternatives, quelle légitimité ont les pays qui détiennent cette puissance? Pourquoi et à qui la refuser si cette puissance est légitime pour remplacer des ressources fossiles s'épuisant? Ces questions sont occultées par une omniprésence de la communication d'Areva ou d'EDF et de leurs représentants de commerce que sont les présidents de la République. C'est ce que vous dites. Vous êtes un militant de base, vous? Je crois pas, non. En fait, je crois pas. On m'a souvent fait cette réflexion-là sur le fait d'être militant. Parce que c'est même plus du théâtre politique. C'est presque un théâtre militant. Non? Ouais, je sais pas. Je pense qu'un comédien qui bosse sur TF1, il est militant d'autre chose, mais il est militant. Il invite à penser dans une direction. J'ai pas envie de bosser pour TF1. Disons que c'est une option. Mais en même temps, si ne pas bosser pour Bouygues, ne pas bosser pour cette option-là qui est majoritaire, c'est être militant, d'accord. Mais je pense quand même que ces gens-là le sont aussi. Je pensais à votre travail, je pensais aussi à un spectacle d'Olivier Py, Requiem pour Srebrenica, qui était bâti à partir de textes qui avaient été prononcés, que ce soit à l'ONU ou par le président Mitterrand. Dernière question sur votre militantisme. Comment est-ce que vous réussissez de votre point de vue et de votre point de vue de technique de comédien de théâtre, comment est-ce que vous restez sur cette ligne de crête, justement? Vous n'êtes pas militant, vous restez comédien de théâtre, et pourtant le spectateur se sent immédiatement happé par la substance du discours, par le scandale que vous dénoncez. J'essaye de présenter des faits.
Voilà, j'essaye on parlait d'aller chercher ces documents. Voilà, moi c'est des faits que je mets les uns après les autres et j'invite à une réflexion là-dessus. C'est intéressant, je trouve, d'aller chercher un petit peu quel est le regard qui a été porté dans les années 90, 80, 70, 60, 50 sur le nucléaire. Et j'invite le spectateur à se mettre dans cette position de regarder dans cette situation-là. Le Japon a créé Godzilla après les essais sur l'atoll Bikini. Nous, en France, on a eu un autre regard sur les essais de l'atoll Bikini. C'était le moment où les Américains ont montré au monde qu'ils étaient capables de faire la bombe à hydrogène. Donc c'était une explosion formidable, bien supérieure à celle d'Hiroshima ou de Nagasaki, qui étaient des petits tests. Et ils avaient installé des tribunes, invité les chefs d'État à venir assister à ça. C'était un spectacle. Et nous, en France, on n'a pas fait Godzilla quand on a eu ça. Il y a eu un créateur français de mode qui a proposé dans une petite boîte d'allumettes le lendemain des essais de l'atoll Bikini, le bikini, la bombe anatomique, le premier vêtement miniaturisé. C'est un autre regard. Oui, c'est pas tout à fait aussi puissant. Hein. Prochaine étape, c'est l'armement, et on imagine que là aussi vous serez bien documenté. Oui. Je commence d'ailleurs à acheter des journaux pour me documenter qui appartiennent à des marchands d'armes. Le Figaro, par exemple. Par exemple, Par exemple. J'écoute Europe 1, merci, messieurs.